Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette formation sur les métaprogrammes va beaucoup vous aider cette semaine. Et déjà, pour tous ceux qui avaient fait la formation, eh bien déjà ça change la vie. Je vous rappelle je vous apprends qu'on fera un live ce soir, jeudi à 19h. Non, on va tenter des lives à 21h. On va voir ce que ça donne. Hein. D'habitude, on faisait des lives à 19h. On essaye, c'est la rentrée, on est fou, on crée. On essaye le live ce jeudi soir à 21h. On va voir ce que ça donne. On va voir si le capitaine a suffisamment d'énergie pour vous donner tout ce que vous avez besoin. Vous m'avez dit des fois à 19h, c'est difficile, c'est le moment où on couche les enfants, etc. 21h, c'est bon. Allez, top chrono, on part ce soir sur un live à 21h. Posez vos questions, vous aurez le lien dans la journée. Posez des questions sur la formation que vous n'aurez pas manqué déjà de faire sur les métaprogrammes, évidemment. Je vous expliquerai dans la journée ce que l'on peut faire ensemble avec cette formation et surtout pendant le live. Alors je voudrais aussi répondre à une question. Vous êtes de plus en plus pointilleux sur les vidéos du capitaine car effectivement c'est de plus en plus précis. Hein, vous avez bien compris que ces podcasts sont des vraies pépites et vous apprenez beaucoup de choses. Et souvent, vous avez un peu peur parce qu'il y a une phrase, cette phrase ne me convient pas complètement. Alors, j'avais une question de Romain qui me disait « Ah oui, j'ai très peur parce que vous dites qu'on revient ensemble quand le pansement fait des erreurs. Et le pansement de ma femme, c'est son ancien, je crois que son ancien amour de jeunesse. En fait, c'est un truc qui arrive souvent. Hein, vous savez, quand l'amour de jeunesse, la relation à l'amour de jeunesse n'est pas totalement finie, et que vous arrivez en fin de votre phase de sécurisation, que ça nuit la phase de sécurisation, vous avez les enfants, le boulot, vous êtes coloc, enfin c'est compliqué. Et puis on se dit, ah, cet amour de jeunesse, si léger, avec qui j'ai pas fini la relation, est-ce que ce serait pas terrible? Alors on va parfois vers son amour de jeunesse, évidemment on voit que c'est pourri, que c'est pas du tout l'image qu'on en avait, et que de toute façon le temps va passer, qu'on ne peut pas revenir ensemble à ce moment-là, sauf si les deux sont célibataires depuis longtemps, enfin, ils ont eu toute leur relation, et pourquoi pas, mais là, c'est pas parce que c'est un amour de jeunesse, c'est parce que ce sont deux personnes célibataires qui se rencontrent, qui, des années après, sont devenus totalement différents l'un et l'autre, et partent sur une nouvelle histoire, ou une histoire tout court. Hein. Donc, vous voyez que vous êtes flippés parfois, les pirates, hein, en disant, ah là là, est-ce que vous reviendrez avec votre conjoint, si et seulement si vous bossez sur vous, vous changez, vous montrez que vous avez changé. Au départ, votre conjoint dit « Je vois bien que tu as changé, tu es merveilleux, mais c'est trop tard. » Et ensuite, vous allez commencer à passer des bons mois avec votre conjoint, un peu comme des amis. Et puis, évidemment, l'attachement, puisque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, fera que attachement plus bons moments passés ensemble, arrêtez de prendre la tête à votre conjoint en crise, arrêtez de faire des interdits. Hein, et là, la magie opère. Et comme des milliers de pirates depuis 1999, vous revenez ensemble. Et donc, je répète, vous vous formez, vous montrez que vous changez, parce que vous ne pouvez pas changer si vous ne formez pas, évidemment. Ça va sans dire, mais mieux en disant. Je vous rappelle que vous avez le catalogue des 130 formations qui vous attend en descriptif de cette vidéo. Une fois que vous avez changé, votre conjoint pourra vous dire que, ah, heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu étais là, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo, un podcast, pour vous redonner un coup de boost. Pourquoi les personnes qui ont une grande différence entre elles ont peu de chances de pouvoir construire une relation durable? Évidemment, vous avez compris, quand votre conjoint a pris un pansement, généralement il a pris un pansement à l'opposé de vous. Vous êtes trop sérieux, vous êtes trop sécurisant, vous êtes trop contrôlant, et votre conjoint va prendre un artiste, une artiste, quelqu'un qui a plein de problèmes, quelqu'un qui a des addictions, ça vous rend fou, mais on prend l'inverse. On va prendre quelqu'un qui a 15 ans de moins, quelqu'un qui est paumé. Évidemment, quand quelqu'un est à cas essentiel, il ne va pas trouver un petit chou célibataire, top dans sa vie, équilibré, dans tous les domaines. Non, on prend quelqu'un qui est déséquilibré, évidemment. Donc finalement, plus on a de différence avec la personne avec qui on est, moins on a de chances que la relation dure. Alors pourquoi s'intéresser à tout ça? En neurosciences, on s'intéresse au grand écart d'âge et à la différence de personnalité dans le couple. Plus les personnes sont différentes, plus les personnes ont un âge différent, eh bien tout ça va faire que finalement les personnes concernées, qui ont un grand âge de différence ou
grand écart d'âge ou différentes personnalités, ont du mal à s'en sortir. Par exemple, on se demande parfois si un couple formé par une femme plus âgée et un jeune homme peut fonctionner sur le long terme. On n'a pas d'exemple, ou alors vraiment à la minorité, où ça peut fonctionner. On se demande si deux personnes ayant des opinions politiques opposées peuvent s'entendre sur le long terme. C'est compliqué. On se demande aussi si les couples sont plus heureux ou si les couples sont plus malheureux que les couples où il y a une certaine harmonie, une harmonie d'âge, une harmonie de, comment dirais-je, d'opinion politique, de savoir-vivre, de savoir-être, de culture. Est-ce que finalement c'est plus simple de vivre en couple quand on se ressemble ou quand on est opposé? Évidemment, il existe beaucoup d'idées reçues sur ce sujet. Il y a des psys de quartier, il y a des coachs qui vous ont peut-être induit en vous des idées qui ne sont pas justes, qui ne sont pas fondées sur des données scientifiques. On entend souvent dire que les couples qui ont un grand écart d'âge ont peu de chances d'avoir une relation longue, ou au contraire, on dit qu'effectivement, les contraires s'attirent. On entend dire que pour avoir une relation très, très longue, il faut se ressembler. D'autres disent effectivement que c'est pas vrai. Donc, on va faire le point aujourd'hui sur ces caractéristiques communes. Et vous savez qu'en neurosciences, comme en sociologie, on aime travailler sur des recherches, de la recherche évidemment, avec des échantillons assez importants. En neurosciences, on a fait de nombreuses études. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué. On avait travaillé sur 133 caractéristiques du couple et on avait pris un échantillon de 80 000 couples hétéros. Alors, homo, ça fait pas beaucoup de différence dans les résultats, mais c'était à ce moment-là des couples hétéros. Et on avait évalué quels étaient les traits similaires et les différences entre les partenaires. Et on a bien sûr suivi les personnes sur de nombreuses années pour savoir quelle était la qualité et la durée de la relation. Donc les neurosciences nous ont compris finalement à comprendre, nous ont permis Oh là là, Bruno, on se calme, je suis énervé aujourd'hui. Les neurosciences nous ont permis donc de comprendre est-ce que les personnes qui se ressemblent le plus sont les plus heureuses ou est-ce que c'est celles qui sont le plus opposées. Quelles sont les questions que l'on se posait finalement, qu'on posait à ces personnes? Eh bien, quelle était leur couleur préférée, quel était leur genre musical préféré, quel était leur film préféré, leur livre, leur plat, leur animal préféré, le sport préféré, quel voyage ils aimeraient bien faire, quelle était leur saison préférée, leur opinion politique, leur niveau d'éducation, quelle était leur profession, quelle était leur religion, leur spiritualité. Est-ce que deux personnes qui ont des religions différentes ont plus de chances de s'entendre ou pas? Quelle est l'orientation sexuelle? Quel est le trait de caractère dominant? Quels étaient leurs plus grands rêves? Quel était le plus grand défi? Quelle était la chose qu'ils appréciaient le plus chez eux-mêmes ou chez l'autre? Et toutes ces questions d'ailleurs que vous pouvez vous poser, vous pouvez dire est-ce que je suis pareil avec ma femme ou est-ce que je suis, ou avec mon mari, ou est-ce que je suis différent? Si on donne si on paraît plus semblable, est-ce que ça va nous permettre finalement de nous approcher? Donc cette étude qui date de 1921 dont je vous parle, elle avait été publiée dans de nombreuses revues comme d'habitude, mais normalement notamment dans Psychological Science, et c'était une étude de Stanford qui avait été faite à Stanford. Donc finalement, on avait compilé aussi ce qu'on arrive souvent à faire des études différentes, et finalement, on croise les études et on va pouvoir se dire, tiens, où est-ce que ces études disaient la même chose ou se contredisent. Donc c'est toujours intéressant de croiser les données et de pouvoir si on a la même chose ou pas. Une chose qui peut vous faire dire est-ce que je suis semblable avec mon conjoint ou pas, c'est le score au test de personnalité du Big Five. Je vais vous en reparler dans cette vidéo. Je suis pas fan, mais il y a quand même des choses qui peuvent vous expliquer des choses. Je vais vous en donner mon opinion tout à l'heure.
Qu'est-ce qui ont fait finalement quels sont les facteurs déterminants qui ont fait qu'on se ressemble ou pas? L'opinion politique, le niveau d'éducation, la consommation d'alcool est quelque chose est marquant. Est-ce que si un boit de l'alcool et l'autre pas du tout, au bout d'un moment ça peut poser problème. Les religions, l'âge, le poids, la taille, quand on dit la taille, la forme morphologie, est-ce qu'il y en a un qui est très beau, l'autre très laid par exemple, hein, et les choses qui s'apprennent comme l'opinion politique, le niveau d'éducation, la consommation d'alcool, la religion, finalement sont surreprésentées. C'est-à-dire que plus vous allez être proche de votre conjoint, plus vous allez avoir tendance de... Et quand on est en crise existentielle, on va toujours chercher quelqu'un qui est opposé à nous, enfin très souvent. C'est rare qu'on trouve quelqu'un qui ressemble parfaitement à son mari ou à sa femme. Donc vous avez vécu 5, 10, 15, 20 ans ensemble, donc vous avez fait la preuve que vous étiez capable de vivre ensemble, que c'était ce qu'il fallait à votre conjoint, et là votre conjoint va trouver quelqu'un d'opposé à vous. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'opinion publique est le trait qui est le plus similaire entre les partenaires dans les couples hommes-femmes qui fonctionnent. Hein, cela signifie que la plupart des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs sur le plan politique, vont pouvoir se rapprocher. La corrélation entre l'opinion politique des partenaires est de 0,86, ça veut dire qu'à 1, on aurait une similarité parfaite et à moins 1, une différence totale. Eh bien, ça veut dire que l'opinion politique et le bonheur est parfaitement lié. Hein. L'avantage d'avoir un partenaire qui a les mêmes opinions politiques que soi, c'est qu'on peut discuter facilement de l'actualité, des problèmes de société, des élections, sans se disputer ou à se heurter avec des désaccords profonds. Si vous êtes extrême droite et que tonton Jacques est extrême gauche, quand vous faites des repas de famille, ça ne peut que friter. Si à la limite on est proche, il y en a un qui est centre droit, l'autre centre gauche, enfin ça peut encore on peut encore discuter. Mais si on est trop différent et que l'on vit au quotidien, ça crée des sacrées embrouilles en tout cas, et il va falloir simplement à ce moment-là qu'on décide l'un et l'autre, comme on n'a pas la même vision du monde, de ne plus en parler. Je sais que tu es extrême droite et que moi je suis extrême gauche ou l'inverse, eh bien le tout c'est de ne pas en parler parce qu'on va se prendre la tête. Tu aimes la chasse et moi je suis pour la protection des animaux, ça va être compliqué. Je suis végétarien et toi tu adores manger de la viande tous les jours, ça va être compliqué. Donc l'inconvénient finalement, ça va être quand on est trop différent, ça va être qu'on va avoir beaucoup plus de sujets de dispute. Le niveau d'éducation est un deuxième trait qui est le plus similaire entre les partenaires, qui marche bien aussi. Cela signifie que la plupart des couples qui ont suivi un parcours scolaire ou universitaire semblable, finalement, ont le même niveau de qualification. Et là, on a une corrélation de 0,83. C'est-à-dire que vraiment, quand on dépasse... Alors 0,50, ça veut dire, bon, 50, oui ou non, ça n'a pas trop d'importance. Enfin, c'est-à-dire que des fois oui, des fois non. Là, c'est très important, 0,83. Imaginez que vous soyez un homme qui a un niveau scolaire très élevé et une femme qui est très jolie, mais qui n'a pas de niveau scolaire élevé. Eh bien, le niveau des conversations, etc., peut saouler dans le couple. C'est-à-dire que, quand j'ai pris cet exemple, là, ça peut être l'inverse. C'est plus rare, mais il arrive souvent qu'un homme avec un monde haut niveau social s'intéresse à une femme plus jeune, plus jolie, mais qui a un niveau social inférieur. C'est plus rare, ça arrive aussi, mais c'est plus rare qu'une femme s'intéresse à un homme qui a un niveau social beaucoup plus bas qu'elle. Ça peut arriver, hein, mais c'est rare. Alors, évidemment, ça peut arriver, on se rencontre tous les deux sur les bacs de la fac, sur les bancs de la fac, et puis il y en a un qui progresse et l'autre pas parce qu'il s'occupe des enfants, etc. Ça peut marcher. Mais c'est rare qu'une femme médecin s'intéresse à un homme ouvrier. Ça peut arriver qu'un homme médecin s'intéresse à une jolie jeune ouvrière, pourquoi pas. Faut faire attention dans ce qu'on dit dans le sexisme, etc., parce que ça nous fait dire des bêtises. Il n'y a pas... Comment je vous dire ça? Les hommes et les femmes sont complémentaires. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui sont mieux que les autres. Et quand je vois les féministes et les masculinistes qui se crêpent le chignon, ça fait réfléchir quand même. Donc on est complémentaires, on est comme on est, avec nos points forts, nos points faibles. Les hommes ont des points forts et des points faibles comme les femmes. En tout cas, le niveau d'éducation est quelque chose qui est un marqueur essentiel pour bien s'entendre.
Et quand l'homme à 45 ans, chef d'entreprise, s'intéresse à sa secrétaire qui a 20 ans de moins, vous voyez que il y a peu de chances que ça puisse faire quelque chose sur du long terme. Et d'ailleurs, c'est très rare que une femme chef d'entreprise s'intéresse à son ouvrier ou à son secrétaire ou je ne sais quoi. Vous voyez qu'il y a des différences aussi. En tout cas, si vous avez le même niveau d'éducation que votre époux ou votre épouse, c'est pour ça que ça marche. Et souvent, quand je demande un coaching, quel est votre métier, quel est celui de votre époux ou de votre épouse, la plupart du temps, il y a des niveaux à peu près équivalents. Donc, quand on a des niveaux, par exemple, de revenus qui sont les mêmes à peu près à 20%, à 20% près, c'est qu'on est sur des mêmes niveaux. Ça fonctionne bien. Donc, l'avantage d'avoir quelqu'un qui a un même niveau d'éducation que soi, hein, c'est que l'on peut avoir des centres d'intérêt communs, des connaissances similaires, un langage commun, et on peut aussi se comprendre facilement sur les enjeux liés à la carrière, la formation. Ben oui, je sais que tu dois partir une semaine à un séminaire parce que moi aussi. On peut se soutenir mutuellement dans ces projets, on peut se sentir égal, et ça, c'est intéressant. Donc, quand on a un partenaire qui n'a pas le même niveau de négociation, ça peut être de négociation ou d'éducation aussi. Évidemment, hein, on peut du coup apprendre de quelqu'un qui est plus cultivé que ça, c'est intéressant, mais à terme, on peut ne plus se comprendre. La consommation d'alcool, c'est la même chose. Hein, souvent, votre conjoint va se mettre à boire ou va avoir un pansement, qui se drogue, qui boit, enfin qui n'est pas très équilibré. Et évidemment, tout ça va faire que l'on ne va pas non plus pouvoir durer très longtemps entre une relation pansement et criseux. On s'aperçoit que là, la corrélation entre la consommation d'alcool chez les partenaires sur notre échelle de moins 1 à plus 1 est de 0,79. Ça veut dire que la consommation d'alcool des partenaires est fortement liée. S'il y en a un qui boit et que l'autre ne boit jamais d'alcool, ça va pas parce que il va y avoir des disputes. Il y en a un qui va dire oui, mais tu bois, c'est pas bien de boire, et l'autre boit un peu parce que sinon t'es triste et tu me saoules. Donc l'avantage finalement, et pourquoi ça marche mieux quand on a les niveaux de consommation d'alcool, même si c'est de 0, c'est qu'on peut partager des moments conviviaux, festifs, relaxants avec le même état. Et là, s'il y en a un qui boit 12 bouteilles et l'autre qui boit rien, ça va faire un décalage. Si il y en a un qui boit pas du tout, mais l'autre qui boit un petit verre de temps en temps, ça passe aussi. Alors, voilà. Mais s'il y a trop de décalage, eh bien ça va pas aussi, puisqu'effectivement, l'alcool est une substance psychoactive qui va modifier l'humeur, les émotions, le comportement. C'est pour ça que pendant les crises, votre conjoint n'est pas tellement, comment dirais-je, en phase avec vous, hein, puisque s'il prend de la drogue, s'il fume, s'il se met à fumer, s'il se met à boire, eh bien, on s'éloigne. Les religions sont aussi un trait qui est de 0,74, hein, donc c'est encore assez fort. C'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas la même religion. C'est plus compliqué que quand on a la même. Si on a la même religion, eh bien, on peut fêter les mêmes fêtes en même temps, on peut avoir les mêmes croyances, les mêmes pratiques, les mêmes rites, les mêmes valeurs. On peut aussi se comprendre plus facilement sur des questions existentielles, spirituelles, morales. Alors, aujourd'hui, hein, il y a des personnes qui changent de religion pour épouser quelqu'un. C'est pas impossible. Hein, c'est 0,74. C'est plus compliqué. Donc, si vous n'avez pas la même opinion politique, si vous n'avez pas la même religion, si vous n'avez pas les mêmes consommations d'alcool, si vous n'avez pas les mêmes loisirs, si vous n'avez pas le même niveau d'éducation, ça peut être un peu compliqué. Évidemment, hein, le Big Five dont je vous parlais, quelque chose qui est important aussi, plus important peut-être ou aussi important que l'âge. Hein, on a mesuré que le Big Five c'était déjà plus que 50% de résultats. Hein, c'est-à-dire que si on est parfaitement en adéquation sur le Big Five, c'est beaucoup plus facile de vivre. Donc je rappelle que le Big Five, c'est l'ouverture à l'expérience. Est-ce que je suis curieux? Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que je suis consciencieux? Est-ce que organisation, rigueur? Est-ce que je suis extraverti? Sociabilité, énergie? Est-ce que je suis agréable? Amabilité, coopération? Et est-ce que je suis dans le névrotisme, instabilité émotionnelle et anxiété?
Donc, si vous avez 3 ou 4 points qui sont les mêmes, par exemple, vous êtes tous les deux extravertis, donc vous allez pouvoir beaucoup discuter. Si vous êtes tous les deux organisés, ça va être mieux. Si vous êtes curieux intellectuellement, hein, si vous êtes stable. Donc, effectivement, si les deux sont dans la névrose, s'il y en a un qui est organisé et l'autre qui l'est pas, s'il y en a un qui est extraverti et l'autre qui est un mur, comme vous dites souvent, oh, mon conjoint, vraiment, c'est une tombe. Hein. Ben oui, c'est plus dur. Mais vous les avez choisis comme ça. Sachez que c'est plus dur. Donc, essayez plutôt de faire en sorte de comprendre comment fonctionne votre conjoint et de vous adapter à son fonctionnement. Si c'est un mur, si c'est quelqu'un qui est extraverti, qui aime beaucoup parler, ben ne l'empêchez pas de vous parler. Voilà, donc vous voyez pourquoi les relations avec pansement sont compliquées, parce que comme on change pendant sa crise existentielle, notamment ou à la fin de la phase de sécurisation, on change et on est attiré par les personnes opposées de la personne qui marchait bien avec nous jusqu'à maintenant. Et quand on est opposé avec une personne sur l'alcool, les religions, la culture, l'âge, etc., ça devient très compliqué. Alors déjà que c'est compliqué d'avoir un pansement, d'avoir un amant, une maîtresse, parce que c'est pratiquement impossible de commencer une relation alors que la relation précédente n'est pas encore terminée ou qu'on n'a pas fait le deuil. Si en plus on choisit quelqu'un qui est déstabilisé et qui a des valeurs opposées aux nôtres, ça devient très compliqué de continuer. Alors évidemment, vous pouvez quand même vous séparer, hein, même si ça ne marche pas avec pansement. Si vous ne changez pas, si vous commettez des interdits comme l'interdit du silence radio, comme l'interdit de la lettre magique, comme l'interdit du fou moi je te suis, si vous faites ces interdits que vous ne changez pas, même si ça se termine avec pansement, votre conjoint n'aura pas envie de revenir avec vous. Votre conjoint va revenir avec vous si vous montrez que grâce à votre travail, grâce aux formations que vous avez mises en place, vous avez changé, que maintenant vous pouvez passer des bons moments ensemble. Voilà, je vous laisse découvrir la formation sur les métaprogrammes. Nous, on se retrouve ce soir, jeudi, à 21h pour le live. On va se régaler, hein, on va discuter des métaprogrammes, on va discuter de couple, on va discuter de ce que vous voulez, mais je voudrais vous aider à vous donner toute la grinta pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe, vous êtes des bosseurs, c'est pour ça que vous y arrivez. On n'est pas plus doué que les autres quand on est un pirate, mais on est plus bosseurs. Et ce qui compte sur le long terme, c'est le travail. Sans travail, sur le long terme, on peut avoir de la chance, on peut avoir du talent à court terme, hein, on peut avoir une aisance naturelle, mais ce qui fait la différence à long terme, et votre couple, c'est du long terme, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est le travail qui permet chaque jour de consolider les liens neuronaux et de profiter de la plasticité du cerveau. Votre conjoint vous aimait, aujourd'hui, plasticité du cerveau, il vous aime plus. Demain, grâce à votre travail, vous allez changer votre comportement et la plasticité de votre cerveau va faire que vous allez changer et que votre conjoint va vous aimer à nouveau, puisque le cerveau de votre conjoint aussi est plastique. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.